Merci. Merci. Voilà, alors après ce souffle prophétique, bien dire, c'est très bien. Mais nous ramener peut-être un peu sur terre, en prenant d'abord la citation, parce que c'est une sorte de citation de l'Anicée, c'est une vraie citation, et c'est un peu énigmatique, c'est vrai. Et si l'histoire avait tort de rater mon existence, on peut se poser la question, effectivement, il y a des personnages historiques, est-ce qu'ils le méritent? Peut-être que nous méritions, moi, enfin c'est pas forcément moi, mais vous et moi, on mériterait peut-être des personnes historiques, mais l'histoire, bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est le destin? Alors les Asiatiques, je reviendrai sur l'Asie, croient beaucoup au destin, en Occident on croit plutôt dans la liberté. Donc je vais prendre un exemple d'un événement qui peut être interprété de manière occidentale ou de manière orientale. Bon, le coup d'État du duché Brumaire, un événement historique par excellence. C'est Napoléon Bonaparte qui prendra le pouvoir, qui deviendra un grand général et ensuite empereur. C'était la zizanie en France, tout le monde se coupait la tête, hein, on venait de destituer, de guillotiner Robespierre, il ne l'avait pas volé parce qu'il avait fait guillotiner presque tout le monde, catholiques comme athées notamment. Donc, en France, il n'y a pratiquement que des catholiques et des athées à l'époque. Bon, donc difficile d'échapper à la suspicion d'être un traître et d'être guillotiné. Donc on a fait exécuter Robespierre, puis ensuite ça continue un petit peu quand même à être l'anarchie, et Napoléon a fait ce coup d'État. Et l'idée de Lucien, son frère, on l'oublie parfois, son rôle, alors qu'il est Lucien Bonaparte, on en parle moins, mais c'est peut-être lui qui a fait le pouvoir de son frère, mais il sentait bien que son frère avait une dimension beaucoup plus... c'était plus l'homme de la situation que lui. Il lui suggère, il avait de l'acné, il était tout jeune, hein, c'était presque un adolescent encore, Napoléon à ce moment-là, je ne sais pas quel âge il avait, mais c'était un jeune homme. Il avait des boutons d'acné, et son frère Lucien lui demande de se gratter très fort les boutons. Et il va saigner, il va dire, on a tiré sur Bonaparte, c'est une tentative de meurtre, ça va créer l'émoi, et donc du coup il va apparaître comme un martyr, et c'est vieux comme le monde, hein, le martyr. Et c'est comme ça que ça va être monté en pièces par les journaux, etc., que ça va faire la popularité de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon Ier, voilà, avec toute l'histoire qui s'ensuit. Alors on pourrait se dire d'un point de vue occidental, rationaliste, c'est le hasard. La bonne idée, disons quand même, la prise d'initiative de Lucien, donc un concours de circonstances qui a fait que Napoléon Ier est devenu un homme historique. Ça aurait aussi pu passer pour du grotesque, ou alors quelqu'un aurait remarqué le poteau rose, hein, il s'est juste... bon, il fallait le faire, hein, il fallait quand même avoir le courage, ça devait faire mal un peu quand même, de se gratter très fort les boutons. Bon, c'est très sérieux, hein, cette anecdote. Bon, on ne la raconte pas assez dans les cours d'histoire, et peut-être que c'est dommage, on intéresserait plus les élèves à l'histoire si on racontait ça plus souvent. Connu, en fait. Des petites anecdotes, c'est pas très connu, justement. Ouais. Donc de la même manière, on a peut-être chacun d'entre nous raté le coche à un moment donné de devenir historique. Il fallait être au bon moment, au bon endroit, voilà, pour se faire connaître, passer à la télé, comme on dit, etc. Après, ça peut être une histoire, c'est pas forcément l'histoire centrale, hein, qui passe surtout par la politique. Mais les Asiatiques diraient non, c'est pas un hasard. Certes, c'était intelligent de la part du sien, mais c'est le destin. Donc il y a deux visions du monde qui s'opposent. Là, c'est pour revenir un peu dans cette dialectique, c'est ma tradition aussi dans le Café Tao, Occident-Orient. Pour les Occidentaux, l'histoire est linéaire. Elle est faite par les hommes essentiellement, même si, alors il y a une vision religieuse où on pense que Dieu a quand même une action sur l'histoire, c'est la vision judéo-chrétienne, alors que dans la vision progressiste capitaliste, c'est vraiment l'homme qui fait tout. La vision marxiste, c'est un mélange d'histoire, de nécessité historique et de prise d'initiative humaine. Bon. Vision linéaire, il y a une origine, un but. Le but de l'histoire, c'est une société meilleure, c'est la société sans classe du marxisme, c'est le royaume des cieux du christianisme, c'est la société, c'est la démocratie libérale des capitalistes, hein, qu'on retrouve chez les Américains notamment, avec l'idée qu'il faut exporter la démocratie libérale, c'est le but de l'histoire, etc. Ce qu'on appelle les hegéliens de droite, comme Fukuyama ou Huntington, bon, c'est des tendances qui existent encore aujourd'hui. Et en Asie, vous avez une vision qui est circulaire, vision circulaire de l'histoire, ou cyclique. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que les Occidentaux vont aduler l'histoire, faire de l'histoire le lieu même de la réalisation de l'idéal. C'est ce qu'on appelle l'historicisme. Marx, Hegel, vous en avez d'autres, sont des historicistes. Alors qu'en Asie, on n'a pas de culte de l'histoire. Il y a le temps qui est cyclique comme un serpent. L'histoire ne change rien à l'affaire. Les Chinois, par exemple, diront la Chine a toujours été grande, elle a eu des moments de décadence, mais elle s'est toujours reconstituée,
Et c'est vrai que c'est peut-être le seul empire qui est resté l'égal de lui-même par rapport à ses origines. La Chine a eu sa grandeur il y a très longtemps. Elle a été dépecée, notamment au XIXe siècle. Il y a eu les invasions mongoles, etc. Et aujourd'hui, elle a retrouvé sa grandeur d'antan, il y a très longtemps, il y a plusieurs millénaires. Et les Chinois de dire, bah oui, c'est un grand peuple, il y a des cycles de lumière, d'ombre, etc. Dans la pensée indienne, c'est pareil, vous avez l'idée des cycles, hein, le Kali Yuga dans la pensée justement indienne, l'idée que nous traversons des années cosmiques de 10 000 ans. On retrouve ça chez Platon d'ailleurs, puisque le mythe de l'Atlantique a été évoqué d'ailleurs au passage, hein, que j'ai remarqué avec Hermès, hein, la figure d'Hermès. C'était il y a 10 000 ans, plus de 10 000 ans. Donc c'est il y a très longtemps. On est dans la décadence, dans l'âge de fer, depuis très très longtemps. Bon. Certains parlent même d'un âge d'or matriarcal. Il y aurait eu des mères déesses qui auraient régné avec sagesse sur l'humanité. D'où la nostalgie du pouvoir des femmes, hein, pour les féministes notamment, les féministes spiritualistes. Je pense qu'il faudrait revenir au pouvoir féminin. Pourquoi pas, effectivement, ça ne fait rien à essayer, vu que le pouvoir patriarcal, c'est pas terrible, hein, les résultats n'ont pas été magnifiques, des choses bien quand même, hein, mais globalement, on se sent quand même pas très bien. Oui, alors ça, je sais pas, c'est une autre... ça, c'est un autre débat. Ça, bon, c'est une hypothèse des féministes, hein, mais bon. Et donc, alors en Orient, on pense que l'histoire ne change rien à l'affaire, que le temps est cyclique, et il y a une vision intermédiaire qui m'intéresse beaucoup, et qui, à mon avis, donne une place peut-être à ceux qui se sentent les oubliés de l'histoire. C'est la vision de l'historien anglais Arnold Toynbee, qui est très intéressante. C'est une vision, on appelle ça la vision culturaliste de l'histoire, ou spiroïdale, puisque dans la vision occidentale, on a une ligne droite qui monte, normalement avec le progrès, vers quelque chose de mieux. On n'y croit plus trop à cette vision optimiste de l'Occident, parce que bon, ça se saurait hein, si on devait avoir un monde meilleur avec tous les moyens technologiques qu'on a. Bon, on n'y croit plus trop. Alors la vision orientale est un peu pessimiste, enfin, en tout cas elle est réaliste, elle considère qu'il n'y a pas de vrai progrès, il y a des progrès technologiques, mais en réalité l'homme est toujours le même, il sera toujours le même, hein, il y a le bien et le mal, etc., qui se neutralisent en quelque sorte. Donc on va dire une vision plus statique des choses. Et il y a la vision de Toynbee, qui est de dire qu'il y a des retours en arrière, à travers, parce que Toynbee s'est beaucoup intéressé à la théorie de la réincarnation, puisqu'il a été historien des armées britanniques en Inde, au XXe siècle, hein, c'est un homme du XXe siècle, il est né en 1889, il est mort en 1975, c'est presque un contemporain. Toynbee s'est intéressé à la doctrine de la réincarnation qu'il va intégrer dans l'histoire, sa vision de l'histoire. Il dira qu'il y a des espèces de réincarnation dans l'histoire. Ce qui est valable pour l'individu, des vies antérieures, c'est valable pour l'histoire. Il y a des nœuds karmiques qu'il faut surmonter. On a même des répétitions de personnages historiques. Enfin, en tout cas, des gens qui se prennent pour un grand homme du passé. Napoléon, d'ailleurs, s'était identifié à Alexandre le Grand, c'était le nouvel Alexandre. Saddam Hussein se comparait à Nabucodonosor, etc. Ouais, vous avez des identifications comme ça avec le passé, ce qui a beaucoup intéressé Toynbee. D'ailleurs, l'exemple qu'il donne, et qui est le plus frappant de répétition, c'est l'exemple de la guerre 14-18, qui pour Toynbee, il en a fait sa thèse de doctorat en histoire d'ailleurs. La guerre 14-18 est la répétition symbolique de la guerre du Péloponnèse, à peu près au 5e siècle avant notre ère en Grèce, où les cités grecques, qui étaient comme l'Europe, hein, la Grèce était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, se sont entretuées bêtement pour des raisons de rivalité, de nationalisme, pour des raisons de prestige, économique, etc. Bon, les Grecs se sont entretués, et ensuite ça a été la décadence et l'invasion romaine, d'ailleurs, peu de temps après. Enfin, en tout cas, ils n'ont plus jamais retrouvé leur grandeur après la guerre du Péloponnèse. Pareil pour l'Europe, 14-18. C'est les grandes nations puissantes, la France et l'Angleterre notamment, et l'Allemagne, qui se sont entretuées. Et ce sont d'autres puissances qui en ont profité pour émerger, la Russie soviétique, les États-Unis et le Japon. Puis ensuite, rebelote, ces pays-là ont fait des guerres, se sont entretués, Américains et Japonais, Américains et Russes. Bon, la Chine est devenue la grande puissance, mais elle commence aussi un petit peu à faiblir. Pour l'instant, c'est quand même la plus grande puissance économique. Et peut-être que ça sera le tour de l'Inde, et pas après. Il y a un cycle comme ça. D'ailleurs, pour Toynbee, il y a toujours une civilisation dominante dans l'histoire, mais ça change tout le temps. Donc on ne peut pas lui reprocher d'être, par exemple, pro-occidental ou pro quoi que ce soit. Hein. Il y a un cycle, il y aura peut-être le moment, on l'espère pour l'Afrique aussi, qu'on a parfois oublié dans l'histoire. On pourrait se dire, quand j'ai lu l'énoncé, j'ai pensé à l'Afrique en me disant la définition officielle de l'histoire comme devant être racontée par l'écriture
elle est très arbitraire, puisque dans beaucoup de pays, vous avez une tradition orale, la tradition écrite, bien sûr, en Afrique, à travers les nations coloniales, le français et l'anglais, mais vous avez un tas de langues, vous avez des langues écrites, vous avez beaucoup de langues orales, il n'y a pas d'écriture, beaucoup de peuples qui n'ont qu'une tradition orale, qui suppose une mémoire extraordinaire d'ailleurs. Et de dire qu'un peuple n'a pas d'histoire parce qu'il n'a pas d'écriture, c'est une absurdité, il me semble, c'est une injustice. Donc l'histoire est arbitraire, effectivement, c'est ce que Camus lui reproche, en disant il y a le tribunal de l'histoire, et d'ailleurs l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, c'est l'histoire des vainqueurs. D'ailleurs l'histoire est controversée. Avant, je me rappelle, moi quand j'étais au lycée, on nous enseignait que la Révolution française c'était parfait, c'était bien, c'était la fin de la despotisme. Et après il y a eu des historiens comme François Furet qui nous ont expliqué qu'il y a eu quand même, on nous a caché soigneusement qu'il y avait eu quand même 500 000 morts en Vendée, les guerres franco-françaises, le génocide vendéen, c'est 500 000 morts quand même pour l'époque, la terreur de Robespierre. Bon, le mot terrorisme d'ailleurs, c'est Hegel qui le rappelle, c'est français, ça vient de l'époque de Robespierre. Il parle de la terreur révolutionnaire, il faut terroriser le peuple pour asseoir son pouvoir. Les terroristes s'en sont souvenus. Ceux d'aujourd'hui, les djihadistes, ne sont que les derniers venus, il y en a eu plein d'autres, des communistes, etc. Toutes sortes de terroristes terrorisés pour régner. Ça remonte à la Révolution française. Donc l'histoire est aléatoire, et c'est là où on peut se dire effectivement l'histoire a tort. Il s'agit, l'histoire est intéressante, mais il ne s'agit pas de lui vouer un culte. C'est vrai que l'histoire, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. Dans les livres d'ailleurs d'histoire japonais, on ne reconnaît pas ce qu'on nous enseigne ici, les invasions en Chine, les massacres, les viols et tout ça, c'est pas reconnu toujours au Japon, ça crée des problèmes avec les autres pays à côté, quoi. Le fait que l'histoire est écrite toujours d'un point de vue partisan. Donc pour ne pas être trop long et pour faire ma petite conclusion avant de vous laisser la parole, je dirais que cette vision, je reviens sur la vision de Toynbee, très intéressante, c'est l'idée finalement que l'histoire avance, il est optimiste vers quelque chose de mieux, mais on a souvent des retours en arrière. Un peu comme la danse du tango, vous faites 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Alors ça c'est pour la version optimiste qui est celle de Toynbee, et puis pessimiste pour dire qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne fait pas 1 pas en avant pour 2 pas en arrière. Ça serait la version plus pessimiste de la vision de Toynbee. En tout cas, l'idée de la spirale est très intéressante. L'idée que l'histoire se répète, justement, qu'il y a des répétitions historiques qui sont assez étonnantes. On pourrait donner d'autres exemples. Comme s'il y avait le même principe que la réincarnation pour l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas accompli dans cette vie, on va devoir l'accomplir dans une autre vie. On va redoubler, en quelque sorte, comme un élève qui a raté ses examens. On va revenir, parce que pour les bouddhistes, pour les hindouistes, le but, c'est de ne pas avoir besoin de se réincarner. Donc si l'histoire avait vraiment réussi, la fin de l'histoire, pour reprendre un terme du philosophe allemand Hegel, la fin de l'histoire, c'est qu'il n'y ait plus d'histoire. C'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, c'est la fin de l'histoire. C'est la société équilibrée, c'est la société où tout le monde est heureux à peu près, c'est la société, c'est le modèle bourgeois d'ailleurs, pour Hegel, tout le monde a un peu son argent, on risque de s'ennuyer, c'est le parc d'attraction généralisé, diront certains sociologues. C'est comme si le monde entier c'était comme la Suisse, quoi, pour aller vite. Voilà. Une sorte de démocratie parlementaire qui marche pas mal, où les gens sont assez riches, où il n'y a pas trop de problèmes, mais on peut s'ennuyer pas mal, c'est vrai. On peut s'ennuyer un peu. N'empêche que c'est quand même mieux que d'être en guerre civile, comme en Syrie, etc. Bien sûr. Ça serait un certain idéal de fin d'histoire. Comme disait Hegel, d'ailleurs, les pages heureuses de l'histoire sont les pages blanches. Quand il n'y a plus rien à dire, quoi. Parce que l'histoire, c'est l'histoire du malheur. Donc c'est vrai que l'histoire a peut-être tort de rater l'existence de tous les anonymes que nous sommes, qui ne sont pas connus historiquement. On a nos histoires personnelles, bien entendu. Et ça serait l'histoire heureuse. L'histoire heureuse, ça serait l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire des gens, ceux dont on parle rarement dans l'actualité. Sauf Pernaut, d'ailleurs, qui est le journaliste préféré des Français. Pernaut, il parle effectivement des patrimoines, de monsieur tout le monde qui vit dans son petit patrimoine, dans son petit village. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les choses vont bien aussi, qu'il y a des gens heureux. Ça repose un peu. Ça repose, voilà, des actualités avec le terrorisme, avec les malheurs, avec le réchauffement climatique, etc. Et enfin, pour terminer sur une note un peu humoristique, si vous tenez vraiment, mais en fait,
je me suis un peu trompé sur les intentions d'Anissé. Je ne m'attendais pas à son exposé. Hein. Ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à quelque chose un peu différent par rapport au fait que quelque chose de plus, pas de narcissique, mais disons de plus existentiel, quoi. Où il parlait plus de lui, etc. Voilà. Bon. Parce que finalement, pour ceux qui veulent marquer l'histoire personnellement, sans être des hommes politiques, sans faire des guerres, etc., de manière plus humble, il existe un très bon livre qu'on m'a souvent offert à Noël, d'ailleurs, une fois qu'on l'a arrêté, parce que vous en avez lu 3, ça fatigue un peu. C'est le livre des records Guinness, hein, comme la bière, d'ailleurs c'est le brasseur irlandais célèbre qui a lancé ce livre, c'est génial d'ailleurs. Donc vous avez le livre des records, où vous avez Coluche qui a battu un record en moto, avant de se tuer en moto d'ailleurs, parce qu'il cherchait à faire toujours un autre record. Il roulait sur une roue il a battu un record historique. Il est dans le Guinness, le Guinness Book des records. Moi je me souviens comme ça, il est complètement absurde. Il y a des gens qui vont chercher absolument dans ce livre. Il y a un Autrichien qui a fait Paris-Vienne sur les mains. Bon, il s'est reposé de temps en temps, hein, mais il suffit d'avoir un peu des idées. J'ai connu, malheureusement il nous a quittés, mais certains l'ont connu, je pense qu'il a dû connaître Krasowski, monsieur Krasowski, Georges Krasowski, le Nouvel Humanisme, il avait écrit, il s'occupait d'un journal, c'était le Nouvel Humanisme. Il avait lancé pour l'écologiste, un grand écologiste et pour la paix, notamment pour lutter contre le massacre des bébés phoques au Canada. Il avait organisé un voyage en bicyclette Paris-Moscou, les Russes, le pied d'origine russe, et ça a eu un succès fou. Il est devenu un peu historique, hein. Il est passé dans les médias, etc. Bon, il suffit d'avoir parfois des idées originales, bon, des gens qui vont pour aller dans le livre, alors vous êtes dans l'histoire, puisque c'est un livre un peu historique, le Guinness Book des records. Alors ça peut être dangereux parce qu'il y en a qui vont chercher à faire des records, par exemple en consommation d'alcool, etc. Ou voilà, faire des exploits qui peuvent être dangereux, effectivement. Donc vouloir absolument passer dans l'histoire, ça peut effectivement aussi être dangereux parce qu'on veut donner un sens à sa vie. Donc peut-être que, comme dit le proverbe, l'histoire est dangereuse. Voltaire disait qu'il faut vivre, pour vivre heureux, il faut vivre caché, cultiver son jardin. C'est-à-dire ne pas être forcément éviter le feu des projecteurs, hein, parce que là c'est risqué. Et comme on dit, il est plus facile d'être connu dans l'histoire par les médias en faisant une bêtise qu'en faisant une bonne chose, malheureusement. Hein. Si vous voulez être connu pour le bien que vous faites, il faut vraiment mettre le paquet. Alors que, bêtise, on parlera de vous très vite. Hein. S'il y a des dégâts, s'il y a des morts, ça va devenir un événement historique. Après tout, les attentats du 13 novembre, c'est un événement historique. On en parlera encore dans des décennies. Il paraît qu'il faut attendre 20 ans pour qu'un événement rentre dans les livres d'histoire. Donc certainement que la génération de nos petits-enfants, par exemple, nos enfants pour certains, nos petits-enfants verront dans le livre d'histoire les événements du 13 novembre, les conséquences, la guerre contre Daesh, etc. C'est comme Hérostrate. Voilà, oui. Hérostrate, c'est un bon exemple aussi, qui a brûlé le temple la bibliothèque et le justement temple. pour être connu. Pour être connu, voilà, le complexe d'Hérostrate. Et voilà, effectivement, c'est bien de le rappeler. On l'avait tiré de l'histoire, on ne voulait pas qu'on le rappelle, qu'on se rappelle de lui, mais finalement, il est resté dans l'histoire rien que par son nom. Quoi. Que par son nom, voilà. Il a marqué l'histoire, finalement, en faisant une chose terrible, parce qu'il a brûlé aussi énormément de livres, voilà, il a détruit le temple d'Éphèse, voilà, le temple d'Éphèse, il l'a brûlé. Quoi. La Bibliothèque nationale, qui est pas loin, on peut essayer, mais... Oui, c'est voilà. Donc c'est un peu le paradoxe aussi de notre problématique du soir, voilà. Bon. Donc méfions-nous de l'histoire, et là les Asiatiques sont peut-être plus sages, comme souvent, eux se méfient de l'histoire, justement. Bon, Camus aussi, d'ailleurs, beaucoup de penseurs aussi, Nietzsche, penseurs d'Occident aussi, se méfient de l'histoire. C'est la loi du plus fort, finalement, qui s'impose dans l'histoire, ou du plus spectaculaire, hein, ce qui peut d'ailleurs être aussi funeste et dangereux. Alors je terminerai juste par une petite citation de Victor Hugo, avant de vous laisser la parole, qui disait que l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Heureusement qu'il y a des visionnaires, d'ailleurs c'était le thème qu'on avait eu l'année dernière. C'était traité ça. Ah oui, on avait traité les visionnaires, on avait traité le sujet debout les visionnaires, à bas les gestionnaires. C'est une idée de notre poète, d'ailleurs, parce que j'ai cité Victor Hugo, grand poète, prince des poètes. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'utopie pour demain, pour faire avancer l'histoire, justement. Voilà, la parole. L'histoire et utopie. À l'Assemblée.
Moi, je pourrais dire seulement